Nous allons voir maintenant un peu plus en détail comment s'organisent les électrons autour de l'atome. Tout d'abord, définissons un terme, le terme orbital. Lorsque je parlerai d'orbital, cela signifie en fait une zone de l'espace particulière. Donc la première chose, c'est la définition de la couche électronique. Une couche électronique, c'est un ensemble d'orbitales, donc c'est-à-dire c'est un ensemble de zones de l'espace qui partagent un même nombre quantique principal n. C'est pas hyper parlant, mais en fait ce que ça signifie, ce nombre quantique principal, plus il est grand, plus l'énergie sera importante et surtout plus l'éloignement au noyau sera important. Par exemple, ici, on a une distance qui représente le nombre quantique principal n et on voit qu'elle est plus petite pour n est égal à 1 que pour n est égal à 2 et que pour n est égal à 3. Et on note aussi que plus on s'éloigne du noyau, plus on va avoir besoin d'énergie. Historiquement, on identifiait les couches non pas par leur nombre quantique 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 7, mais par des lettres K, L, M, et puis on allait donc jusqu'à Q. Nous, on utilisera directement les nombres tels qu'on les dit actuellement, c'est-à-dire directement le nombre quantique. À noter aussi que vous trouverez donc sur votre tableau périodique ces nombres quantiques, mais cette fois sous la forme K, L, M. Et puis à noter que plus on monte au niveau du nombre quantique principal, plus il y a possibilité de placer d'électrons, en théorie en tout cas, dans la couche électronique. Alors je dis en théorie parce que les dernières couches sont en réalité pas remplies entièrement. De toute façon, nous travaillerons sur les 3 premières couches uniquement et nous simplifierons encore le modèle par rapport à ce que je suis en train de vous montrer ici. L'idée, c'est vraiment de vous faire un petit aperçu de ce que signifie la physique quantique, de ce qu'elle propose comme modèle, et puis ensuite de revenir au modèle de Bohr qui est un modèle simplifié. Vous serez interrogé sur le modèle de Bohr et pas sur ce que je suis en train de vous présenter ici. C'est plus une idée de vous faire une image un peu plus précise et de ne pas rester figé sur le modèle de Bohr qui n'est pas le dernier. À noter donc que je vous ai dit que le nombre n allait jusqu'à 7, c'est vrai pour les atomes dits à l'état fondamental, mais il est possible de lui faire prendre des nombres plus élevés en fournissant de l'énergie à l'atome et en offrant du coup à l'électron la possibilité d'avoir un niveau d'énergie plus grand. C'est pas encore une fois des cas qu'on va utiliser ensemble. Ces couches électroniques sont constituées d'orbitales et ces orbitales sont des zones de l'espace qui peuvent contenir 2 électrons. Le nombre quantique secondaire, qu'on appelle aussi nombre quantique azimutal et qu'on symbolise L, décrit ces niveaux énergétiques pour ces différentes orbitales. Ici, on va utiliser les lettres, on ne va pas utiliser la valeur de L, donc 0, 1, 2, 3, car les lettres S, P, D et F ont un lien avec la forme de l'orbitale et c'est cette forme ici qui va nous intéresser. Vous avez ici des représentations de formes d'orbitales, c'est-à-dire de zones de l'espace qu'occupent les électrons. Vous voyez que dans le cas de la première couche et puis bien de l'orbitale dite S, on a une sphère. C'est aussi le cas dans le cas de la deuxième couche avec l'orbitale S, mais on voit qu'elle est plus grande. On s'éloigne du noyau, comme on l'a dit, pour le nombre n, donc ici le 1 et le 2. On voit que lorsque le nombre n augmente, on s'éloigne du noyau, ce qui va également demander plus d'énergie. On voit aussi que du coup, la forme est la même dans le premier cas que dans le deuxième cas. Donc on a des sphères. Donc la lettre, le nombre quantique secondaire L, ici S a un lien avec la forme. On voit que les orbitales S ont une forme sphérique, mais que les orbitales P ont 2 lobes. Et ici, vous voyez représenter donc les 2 lobes de la deuxième couche électronique. On voit qu'au niveau distance, on est assez proche de ce qui se passe au niveau de la sphère qu'on observe pour le nombre quantique secondaire S. Et donc on a une zone qui est assez proche en grandeur, en distance au noyau. Les couleurs ici, on peut en faire abstraction, elles indiquent la phase de la fonction d'onde, c'est-à-dire si elle est positive ou négative, mais en soit, ici, gardez en tête que c'est simplement habité par les électrons. Vous avez en haut la représentation des nuages de probabilité et en bas ce qu'on appelle les isosurfaces à 90%, c'est-à-dire la probabilité de présence à 90%. Le troisième nombre quantique, le nombre quantique magnétique, correspond à ce qu'on appelle la projection du moment angulaire orbital de l'électron. On pourrait le définir, si vous voulez, comme l'orientation de l'orbital dans l'espace. C'est-à-dire que les orbitales P, on a vu qu'elles avaient 2 lobes, et en l'occurrence, on en a
plusieurs, on en a trois. Trois possibilités donc pour ce nombre quantique tertiaire, et en l'occurrence 3 orientations dans l'espace qui ont été symbolisées ici. Donc en fait, on a chaque fois 2 lobes, une fois sur l'axe des X, une fois sur l'axe des Y, et une fois sur l'axe Z. On peut avoir 2 électrons dans chacune de ces orbitales, et ces orbitales seront superposées. Ça veut dire qu'il y aura des électrons qui vont graviter dans les 2 lobes orientés sur l'axe des X, tandis qu'il y a 2 électrons qui vont graviter dans les 2 lobes orientés sur l'axe des Y, et 2 autres électrons qui vont graviter dans les 2 lobes sur l'axe des Z. Ils ne vont pas s'interchanger, ils habitent, si vous voulez, cette zone de l'espace particulière. Il existe un dernier nombre quantique qu'on appelle nombre quantique magnétique de spin, qu'on note ms, et qui peut prendre les valeurs -1/2 et +1/2. On le distingue uniquement lorsque 2 électrons partagent une même orbitale atomique. Et généralement, on le représentera avec des symboles up and down, et il ne sera pas nécessaire de se demander si on met up ou down lorsqu'un électron sera seul dans une orbitale, puisque à ce moment-là, on ne pourra pas le distinguer. Le spin a d'abord été compris comme une rotation de l'électron sur lui-même, c'est-à-dire qu'une charge, lorsqu'elle tourne sur elle-même, elle crée un champ magnétique. Lorsqu'on met 2 électrons ensemble et que l'un tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens, eh bien il y a une force magnétique d'attraction qui va pouvoir contrer la force électrique de répulsion. Cette vision, elle est fausse parce qu'en fait, elle découle de la mécanique classique. En réalité, cette rotation est quantique, donc elle a des propriétés différentes. Ça a été montré que c'était pas possible parce que, vu la taille de l'électron, vu la rotation qu'il ferait, eh bien, la vitesse de l'électron pour tourner sur lui-même dépasserait la vitesse de la lumière, et la théorie de la relativité restreinte indique qu'on ne peut pas dépasser justement la vitesse de la lumière. Donc voilà, cette image qui découle de notre vision de la mécanique classique, qui est beaucoup plus facile à comprendre pour nous puisque nous vivons dans un monde qui est gérée par cette mécanique classique. Elle est pas tout à fait juste, mais elle va nous suffire. On retiendra donc que dans une même orbitale, ne pourront cohabiter 2 électrons qui ont le même spin. Il faudra qu'ils aient des spins opposés. Il a été montré qu'il ne peut pas y avoir 2 électrons dans un atome qui possèdent les 4 mêmes nombres quantiques. Et c'est ce qu'on appelle la règle d'exclusion de Pauli. En résumé, nous avons vu qu'il y a 4 nombres quantiques qui définissent l'électron dans l'atome. Le nombre quantique principal, dont le symbole est n, qui indique la distance au noyau. Le nombre quantique azimutal ou secondaire, symbolisé par L, qui nous indique la forme de l'orbitale et pour lequel nous garderons les symboles S, P, D et F. Le nombre quantique magnétique, dont le symbole est ML, qui indique l'orientation de l'orbitale, donc axe des X, axe des Y ou axe des Z par exemple. Le nombre quantique magnétique de spin, MS, qui indique entre guillemets le sens dans lequel l'électron tourne, et c'est-à-dire en fait le champ magnétique qu'il va créer de façon à pouvoir cohabiter avec un autre électron dans une orbitale. Une chose à se souvenir également, c'est que les électrons vont toujours se placer de façon à utiliser un minimum d'énergie. C'est une règle fondamentale. Et donc, si une orbitale de niveau 1 de nombre quantique n égale 1 est disponible, l'électron va se placer de façon prioritaire ici. On pourra éventuellement lui fournir de l'énergie pour monter dans ces orbitales, mais en fait, dès le moment où on arrête de fournir cette énergie, l'électron va retomber dans le niveau qui lui demande le moins d'énergie. Ici, vous voyez représenter l'orbitale 1s. L'orbitale 2s est plus grande, mais également de forme sphérique. Et puis les orbitales 2p, y, x et z. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc l'orbitale 1s qu'on représente comme une paire d'électrons côte à côte ici, c'est-à-dire en fait cette sphère. L'orbitale 2s, donc c'est une sphère également, mais plus grande, dans laquelle peuvent cohabiter 2 électrons. Et puis les 3 orbitales 2p qui sont représentées ici. Donc en fait la petite boîte qui est ici représente par exemple cette orbitale, ces 2 lobes dans lesquels vont pouvoir graviter 2 électrons. Donc on a cette boîte qui représente ces 2 lobes, cette orbitale, cette boîte qui représente ces 2 lobes, donc cette zone de l'espace, et puis cette boîte qui représente ces 2 lobes, cette zone de l'espace. Si on essaie de se représenter ça pour un atome, on va prendre comme exemple l'azote. L'azote qui a donc 7 électrons que nous allons placer dans ces zones d'énergie croissante, c'est-à-dire qu'en bas on a une faible énergie et plus on monte et plus cela demande de l'énergie. Donc on va commencer par remplir la première couche électronique la plus proche du noyau avec son orbitale S.
Et puis, on va placer un premier électron. Le second électron va se placer dans cette même orbitale parce que aller dans la deuxième couche lui demanderait trop d'énergie. Donc, il va préférer adapter son spin et se mettre en paire avec le premier électron que d'aller dans la deuxième couche. Le troisième électron, on n'a pas le choix, il n'y a plus de place dans la première couche. Il va donc aller s'installer dans la seconde couche de façon à occuper le niveau d'énergie le plus faible, donc c'est-à-dire dans une orbitale dite de type S, et puis le quatrième électron va faire de même. Le cinquième électron viendra s'installer dans une orbitale de type P, parce qu'il n'aura plus le choix, c'est le niveau d'énergie le plus bas, de même que les deux autres électrons. Nous avons une première couche constituée de 2 électrons qui sont situés dans une orbitale de type S, c'est-à-dire sphérique. Une seconde couche constituée, elle, d'une orbitale de type S, sphérique, ainsi que de 3 orbitales de type P, donc constituées de 2 lobes. On va les superposer maintenant, la de S, la de PZ, la de PX et la de PY. Et c'est la superposition de toutes ces orbitales qui donne la taille donc à votre atome.